Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre Oragi, je suis directeur service conseil à CGI. Je suis un architecte de solutions et un évangéliste pour Node, Mean, Stack. Donc, j'ai eu l'idée de vous présenter TypeScript il y a quelques mois parce que pour moi, c'était un passage un peu difficile pour aller à JavaScript venant d'un monde du Java où tout est vraiment contrôlé en termes de variables, définitions, strong type, etc. Donc, allant en JavaScript, c'était vraiment difficile de dire, OK, je lâche le contrôle de mes variables. Donc, c'est là que j'ai commencé à apprendre TypeScript, puis l'expérience était pas mal bonne. Et puis, j'ai dit, OK, je vais partager cette expérience avec vous, en essayant de vous convaincre que ça vaut la peine d'intégrer TypeScript dans vos prochains projets ou existants. OK. Donc, c'est mon opinion personnelle. CGI ne pousse pas cette technologie comme une technologie obligatoire. Donc, en disant ça, place de matière, je vais présenter deux choses en fait. TypeScript, qui est vraiment le sujet principal. Mais j'ai dit, ça sert à quoi de présenter une technologie si on ne peut pas donner un exemple où vraiment l'usage de cette technologie va améliorer la vie des développeurs d'une manière dramatique. C'est là que je vais introduire le Routing Controller, qui est un framework par-dessus Express pour montrer la valeur de TypeScript. OK, TypeScript. Qu'est-ce que c'est que TypeScript et pourquoi on s'y intéresse? Donc, TypeScript, c'est une technologie par-dessus, c'est un framework par-dessus JavaScript. Donc, essentiellement, c'est un superset. Si on est capable de faire quelque chose avec JavaScript, on est capable de le faire avec TypeScript. TypeScript ajoute le principe de type. Donc, les variables qui sont typées par-dessus JavaScript qui n'a pas de type du tout, que tous les variables sont dynamiques, des objets qui sont calculés juste au moment de runtime. Donc, j'ai inclus la description du projet comme tel en anglais. C'est un TypeScript starts from the same syntax and semantics that millions of JavaScript developers know today. Donc, vraiment, ça bâtit par-dessus la connaissance de JavaScript. Le code existant, il marche comme tel dans le monde de TypeScript. Il ajoute des principes comme le type checking et code refactoring qui deviennent beaucoup plus faciles quand on connaît les variables de type et les classes, etc. Et il y a plein d'outils qui sont développés avec TypeScript comme client principal, incluant Visual Studio Code de Microsoft, qui est le champion de TypeScript d'ailleurs. C'est eux qui l'ont introduit. Okay. Si on regarde l'usage dans l'industrie, on voit qu'avec le temps, depuis le début à peu près de 2014 jusqu'à 2017, on voit vraiment une croissance continue. La fin de la course, c'est juste parce que c'était la moitié du mois quand j'ai préparé cette présentation. Donc, il est dû pour continuer à monter dans les prochains mois ou même prochaines années. C'est à cause parce que c'est la moitié du mois. Non, l'autre, il y avait une première vague avant de Ici, c'est les vacances de septembre, c'est la fin. On voit où est-ce que les gens s'arrêtent de travailler. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser TypeScript dans un projet Node? Très simple, on ajoute npm install TypeScript selenium save dev. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va ajouter la dépendance sur TypeScript dans notre projet. On a besoin d'un fichier optionnel, mais quand même très fortement recommandé, c'est le tscomplete.json. Qu'est-ce qu'il contient? C'est les paramètres de compileur de TypeScript. Donc, ça inclut le target, ES5 ou ES6. Le out directory, c'est une option qui est optionnelle, mais moi, je le recommande fortement. C'est pour ne pas mélanger le code avec les versions générées. Ça rend la vie beaucoup plus facile si on est capable juste d'effacer un folder, un sous-répertoire, le sous-répertoire build, puis on a le projet clean qu'on peut recompiler
En fait, on ne devrait pas pousser le code JavaScript généré dans nos source control, donc c'est pour ça que j'essaie toujours de les isoler avec un folder spécial. Source map, ça permet de faire le debugging, donc ça met une relation entre les sources de TypeScript et le JavaScript généré. Exclude, c'est pour ne pas passer plus de temps, le compiler, à passer à travers les fichiers de Node Modules et lui-même pour qu'il n'ait pas de dépendance circulaire, donc on a introduit l'exclude. Dans le package JSON, pour moi, vraiment les deux tâches principaux, c'est le clean, qui va tout simplement effacer le fichier, le folder build, et la fonction de build, de compilation, qui est tout simplement TSC, et on est prêt pour partir. Donc, quand on parle de TypeScript, qui est un superset de JavaScript, j'ai dit, OK, comment est-ce que je vais présenter ça vraiment d'une manière réelle? J'ai dit, OK, je vais couper les diapos en deux. Je vais montrer le code TypeScript dans le côté gauche, puis le code JavaScript généré dans le côté droit. Et ça va être comme ça à partir de maintenant jusqu'à la fin de la présentation. Et je vais montrer toujours les deux parties. Et c'est très intéressant de voir qu'est-ce que TypeScript fait en dessous de son engin. Parce que des fois, on dit, OK, ben, ça marche dans TypeScript, mais ça ne marche pas dans JavaScript, c'est pas correct, parce que c'est JavaScript à la fin qui exécute le code, c'est pas TypeScript. TypeScript, il va générer du JavaScript qui va être exécuté finalement. Donc là, si on prend un code simple, très très simple, vraiment, var x, fonction simple, un appel à la fonction, une simple loop, console log, quand on passe à travers le compiler de JavaScript, à la fin, on obtient, à part les extra lignes bits, on obtient exactement le même code. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucun changement nécessaire pour que le TypeScript roule dans Node comme tel. Et je suis conscient que c'est un exemple très simple, mais ça démontre que vraiment, tout ce qu'on met dans JavaScript, il va sortir presque untouched par le compiler de TypeScript. Je vais juste dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre puis les poser. Ce n'est pas une présentation formelle, c'est vraiment un lunch and learn, donc vraiment, moi j'encourage l'interactivité dans la présentation. Okay. Donc, ceci dit, OK, premier stade que je vais présenter ici, c'est vraiment la valeur, pour moi, la plus grande valeur de TypeScript, c'est la validation des types. Et sans ça, honnêtement, TypeScript apporte des choses, mais c'est vraiment ça qui, pour moi, qui a apporté la valeur ajoutée de TypeScript. Les mêmes types que JavaScript supporte, TypeScript les supporte. Le TypeScript supporte les types énumérés, enum. Donc, pour ceux qui viennent du background de Java, c'est vraiment très avantageux de dire color, red, rouge, etc. et d'utiliser à la place des constantes ou des variables. Toutes les variables doivent être déclarées ainsi que leur type. Donc, ça fait partie de TypeScript. On ne peut pas l'enlever. Comparé avec JavaScript, on peut dire par exemple useStrict ou qui va nous réduire un peu le scope de validation. TypeScript supporte le duck typing, c'est-à-dire si on dit let x est égal à 1, on n'a pas besoin de déclarer le type de x parce que TypeScript va insinuer que la variable x est un integer. Si je reviens une étape en arrière, quand je dis var x est égal à 0, il sait que le x est un nombre. C'est ça ce qu'on appelle duck typing, c'est les types insérés. Okay? Donc, mais par contre, si on a vraiment besoin de travailler comme en mode JavaScript où on ne veut pas utiliser un type particulier, on peut toujours utiliser le mot réservé ANI qui dit « Je sais qu'est-ce que je fais, ne me dérange pas, ne fais pas des erreurs, continue à juste me supporter avec le reste. » Void est un mot-clé pour moi très, très, très intéressant pour les fonctions. Tout simplement, ta fonction ne retourne aucune valeur. Donc, void, c'est une bonne déclaration pour attacher aux fonctions, pour leur montrer la définition. Var let, c'est le même débat qu'en JavaScript, est-ce qu'on peut utiliser var et let. Moi, je recommande toujours let parce que ça a un scope plus restreint versus var. Constante, c'est une variable, mais qui ne peut pas changer sa valeur avec le temps.
encore une fois, c'est le principe de TypeScript, donc c'est vraiment, il va valider ça au compile time, qui va voir, ah ben attendez, vous avez une variable de type constant, donc si vous essayez de donner une nouvelle valeur, il va se planter. Bon, les types, la déclaration, c'est aussi simple avec un 2 points et le type, donc décimal 2 points number. J'ai plusieurs exemples ici des numbers avec des formats standards de hectares, etc. Octa. Des strings, on met 2 points string. Des arrays, c'est avec des square brackets. On peut utiliser le mot array aussi. Si on a des objets ou ils appellent associated arrays, on peut les déclarer avec le square bracket, les deux types. Et là, ça nous oblige à utiliser les bons formats quand on va insérer des valeurs dans le tableau politique. Si on essaie de les inverser, ça va planter. Donc, ça nous donne un peu de certitude sur nos objets. Ici, on a un exemple d'énumération, comme on déclare une énumération de type couleur, donc red, green, color, blue. Et on déclare une variable de type couleur. Donc, cette variable, C, elle peut juste avoir 3 valeurs, red, green, blue seulement. Okay? Si on n'est pas certain, on a le ANI. Si on n'est pas certain, on peut mettre ANI. Donc, pour l'instant, le ANI en première étape, c'est le 4, mais on peut lui changer le type, l'assignation sans aucun problème. On peut même aller avec un boolean et ça va marcher toujours. Exactement. Exactement. Comme exemple constant, je pense que c'est pas dans JavaScript, mais il va faire un var. Il va faire un var et il va s'assurer que dans ton code, tu assignes aucune valeur, tu ne modifies pas la variable. Du TypeScript, c'est du compile time, c'est pas du runtime. Donc, c'est une petite différence assez importante à garder en tête versus Node, ou le runtime de JavaScript, qui va tout exécuter. Et au fur qu'il exécute, c'est là qu'il valide. Tandis que TypeScript, il valide sur le compile, et une fois qu'il a fait son travail, il a compilé, c'est fini, il n'existe plus. La TypeScript va exister au niveau de l'écriture de variables, de l'écriture de typage. Donc, mais à terme, tout ce qui se trouve actuellement dans le TypeScript est amené à être introduit dans le JavaScript relativement. Presque. Donc, effectivement, oui, à terme, il commence à rajouter des fonctionnalités JavaScript qui font partie de TypeScript. Donc, TypeScript, c'est ce que Microsoft avait configuré pour Migration. Je vais utiliser le mot experimental parce que souvent TypeScript, son point, c'est de dire, OK, ben, à la place d'attendre que le JavaScript introduise une certaine feature quelconque, ben, nous, on va l'introduire et on va écrire l'équivalent en JavaScript généré. L'avantage, par contre, du TypeScript comparé juste avec du JavaScript où on attend les nouvelles features, c'est qu'on peut avoir des targets différents. Le même code qu'on a écrit avec TypeScript version 2.4, 2. Whatever, on peut lui dire juste fais-moi un target qui est ES5 ou ES4 ou même plus inférieur à ça, puis il va générer le code nécessaire pour rouler dans cet environnement-là. Donc, si on a des serveurs legacy où on ne peut pas vraiment mettre à jour le node qui est toujours à 0.10, bon, on peut le faire avec ça. C'est le même code qui va rouler sur le 0.10 versus node 8, par exemple. C'est un grand avantage à avoir quand on crée juste avec TypeScript. C'est single source of truth si tu veux, puis après ça on dit OK, on va le déployer où on veut. Donc, les fonctions aussi à la fin, void. Excuse-moi. Oui. Une question. Là, tu disais que tu faisais de la validation à la compilation pour les temps. Oui. Oui. Avec le data qui vient des call Ajax. Excuse-moi, je vous entends mal. C'est un peu mon rapporté. S'il fait une validation au compile time, il fait quoi comme validation sur les datas qui viennent Ajax? Quand tu parles du Ajax, c'est vraiment le côté runtime. Oui. Le compile time, je vais vous montrer ça dans une seconde. OK. On va voir l'exemple un petit peu. Donnez-moi juste 2 slides ou 3. OK? Donc, la deuxième feature que TypeScript supporte, c'est les interfaces.
Les interfaces, c'est un contrat. Pour ceux qui viennent du monde Java, vraiment, c'est très clair qu'est-ce que ça veut dire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une déclaration d'une classe ou d'une fonctionnalité. Juste, en fait, c'est le headers pour les C aussi, ceux qui viennent de C. C'est juste la définition des fonctions qui sont disponibles par mon objet. Donc, si j'ai un objet qui fait un DAO qui va connecter à la base de données, je peux dire, OK, fetch, save, etc. Mais je ne mets pas les fonctionnalités dedans. Je vais juste déclarer les fonctions qui vont être disponibles. Après ça, l'implémentation va s'occuper de ça. Okay. Donc, pour ceux qui vous posiez la question pour la validation des variables après, ben, regardez ici un exemple d'interface, mais quand on regarde les variables, ici le color, le car, j'ai dit my car est un type de car en bas. Let my car 2.4, donc c'est une interface que je peux dire que mon objet va implémenter. Quand on compile ça au JavaScript, on perd carrément le type. Il n'y a pas de type. JavaScript ne supporte pas des types. Donc on le perd. Donc quand on parle du Ajax, l'Ajax c'est du runtime. Donc il va exécuter sur la partie droite. Donc il n'y aura pas de validation de type pour les données qui viennent de l'extérieur du code. Est-ce que ça a du sens? Oui. Oui? Donc ici, on déclare une interface avec des propriétés, donc read-only maker, model, etc. C'est des propriétés read-only. Fuel, qui est un number. Color, c'est un objet, c'est une propriété optionnelle avec le point d'interrogation. L'interface car va supporter les méthodes drive, start, setup, odometer, etc. Donc, quand on fait la compilation avec TypeScript et JavaScript, l'interface disparaît complètement. Elle n'existe pas. Elle est vraiment utilisée uniquement pour la validation au moment de compilation. Après ça, c'est fini. Il n'a pas besoin, JavaScript n'a pas besoin de l'interface pour fonctionner. Il va juste dire, quand je vais exécuter la méthode drive d'un objet myCar, je m'en fiche qu'elle existe ou pas, je vais essayer de la faire. Si elle n'est pas là, elle n'est pas définie dans mon objet, bah, tout simplement, je vais faire une erreur et je vais continuer. Okay? Donc, classes, JavaScript versus TypeScript. Le modèle original ou le modèle standard de JavaScript pour l'extension et l'héritage, c'est vraiment basé sur des fonctions, des prototypes. Donc, quand on veut extender un objet string ou whatever, on utilise le prototype et on ajoute les fonctions. Ce n'est pas un vrai modèle d'héritage object-oriented, mais ça fonctionne. Les gens l'ont utilisé depuis 20 ans maintenant. Je me rappelle quand on a commencé avec le prototype. Les derniers ES6, ils permettent l'usage d'extend, donc vraiment les classes, le mot-clé classe est introduit dans ES6. Par contre, si on vient au TypeScript, le modèle de base, c'est vraiment OOP, c'est les classes avec l'extension, etc. TypeScript supporte les fonctions, champs publics, privés, protégés, les propriétés statiques, ainsi que les classes abstraites. Vraiment un modèle de OOP vraiment complet. Encore une fois, c'est une raison pourquoi je suis allé en TypeScript, parce que venant d'un monde de Java, ça me met à l'aise de travailler dans ce mode de OOP. Bon, c'est un exemple qui n'est pas très intéressant quand même quand on compile du TypeScript vers ES6, parce que ES6 supporte nativement les classes, on ne voit pas grande différence entre le TypeScript et le JavaScript. La classe, c'est la même, le constructeur, toujours le même, c'est juste on perd les types, correct. Les méthodes sont toujours les mêmes. On a même les templates, les string templates qui sont introduits dans ES6, qui pour moi est un grand avantage. L'extend fonctionne de la même manière, le super existe pareil. Donc vraiment, on ne voit pas de grande différence entre le TypeScript et ES6. Mais par contre, et c'est pour ça que je l'ai mis dans une slide complètement séparée, quand on travaille avec ES5, c'est là que TypeScript est obligé de définir de _ extend pour supporter la fonctionnalité de classe, de OOP. Donc, c'est comme ça qu'en dessous de toute cette compilation où on cache les choses, quand on regarde vraiment qu'est-ce qu'il est en train de faire, il est en train de wrapper la méthode extend. On voit ici dans la deuxième colonne, ici, de extend quand on veut, il dit goodbye égale une fonction qui extend de
personnalisation, etc. Donc, sécurité. Donc, c'est vraiment, et si on recule même encore plus, on va probablement avoir plus de fonctions qui sont introduites pour supporter la fonctionnalité native de TypeScript. Des questions sur ça? Non? Ok. Un exemple pourrait être la fonction forage arrêt. Par défaut, un arrêt en JavaScript version ES5, il n'y a pas la fonction forage. Donc, si vous commencez en TypeScript à utiliser la fonction forage de TypeScript, si vous êtes dans le script, on voit qu'elle est présente, oui. Donc il va rien remplacer du tout dans le JavaScript généré. Parce qu'il part du principe que vous allez faire tourner votre code JavaScript sur une autre qui contient cette fonction-là. Par contre, vous le générez en ES5, une version trop ancienne qui donc pour les arrêts de ne comprenez pas la fonction forage pour arrêt. Là, vous allez voir qu'effectivement dans le code généré, il va modifier le prototype des arrêts pour rajouter cette fonctionnalité de forage qui n'existe pas. Effectivement, c'est un peu la même chose que là. Effectivement, selon la version de JavaScript que vous allez utiliser en transpilation, il va plus ou moins enrichir votre JavaScript pour rajouter des fonctionnalités qui n'existent pas. Ou qui n'existent pas encore. Je ne sais pas si c'est plus clair comme exemple. C'est l'exemple de tout JavaScript. S'il le supporte, il va l'utiliser comme tel. Voilà. S'il ne le supporte pas, il va introduire le code nécessaire pour le supporter. Peut-être que l'exemple va marquer parce que c'est exactement pour ça que mes services a planté lamentablement en déploiement. L'idée que ça marchait très bien en local, sauf qu'en local, il y avait une version plus récente que ce qui était déployé sur le serveur de développement. Donc, du coup, chez moi, tout fonctionnait parfaitement jusqu'à ce qu'il arrive au niveau du forage. Oui, je okay. Bon, on continue. Générique. Une notion vraiment que j'aime beaucoup utiliser, c'est-à-dire déclarer une fonction ou une classe qui est paramétrisable en termes de type. Donc, en TypeScript, on a deux façons vraiment de déclarer des génériques. La façon simple de dire tout simplement notre type n'a pas de, nos variables n'ont pas de type, donc utiliser le any. Sinon, on peut utiliser les arrows, le plus petit t pour le type. Donc, proper generic function, c'est une fonction qui va être définie en fonction du type. Donc, en passant un objet de type string, la fonction, elle switch en mode string. Si je lui passe un nombre, le t peut être un number. Et on va pouvoir utiliser ça. Par contre, il faut garder en tête que les génériques sont encore une notion uniquement de TypeScript pour la compilation. Ça implique que quand on va faire en JavaScript, on les fait carrément, ils disparaissent, ils n'existent pas du tout. Donc, une notion qui va être validée au compile comme console.arg.length qui existe juste pour les arrays. On n'aura pas ce feature ici dans l'autre côté comme validation, il va juste tout simplement l'exécuter. Okay. Je parlais tout à l'heure d'un DAO, d'une interface ou une classe de DAO. Donc ici, on peut avoir une classe qui a un objet, external number, qui est le index, le primary key, et le T, c'est l'objet qu'on va sauver dans la base de données. Donc quand je fais un fetch, je lui dis ID de type I, donc un number ou une sous-classe de number, qui va vous donner un objet de type T. Donc vraiment paramétriser nos DAO. Mais par contre, quand on regarde le JavaScript, tout ce joli typing disparaît malheureusement. En question, si j'ai deux implémentations différentes pour deux types différents, donc on peut faire un integer, on a pour mais deux implémentations différentes. Et ici, quand il transfère ça en JavaScript, comment il le fait? Il change le nom de... Les classes, c'est des objets. Donc tu vas avoir deux objets différents. Chacun va avoir une fonctionnalité différente. Tu vois? Il y a pas en JavaScript, il n'y a pas la notion comme classe comme telle. Une classe, c'est vraiment une fonction en arrière, puis c'est un objet. En fait, c'est une valeur réelle. C'est pas en JavaScript, la fonction n'est pas une entité abstraite. C'est pas une définition, c'est vraiment du code qui peut aller dans une variable. Comparé avec JavaScript où la classe est une définition et les objets, c'est une concrétisation de ces objets. Ici, vraiment, une classe ou une fonction, c'est un objet réel. Donc, si tu as deux classes différentes, c'est deux objets différents que tu peux passer gauche et droite, que tu peux instancier pour avoir des versions identiques, etc.
Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est des objets différents. Il n'y aura pas de conflit parce que c'est des objets différents, tu vas leur donner des noms différents. Tu ne peux pas utiliser le même nom dans les deux cas. Quand tu dis classe DAO, quelque chose comme ça, à un moment donné, tu dois définir un objet qui va avoir la valeur de classe. Donc, tu dis DAO1 et avec un type, DAO2, il va avoir un deuxième type. Mais les deux, en fait, c'est les mêmes fonctions, la même classe dans JavaScript. Parce que JavaScript ne supporte pas les génériques, c'est pas juste uniquement pour TypeScript, pour les vérifications des assignements des types, etc. Okay. OK, annotation. Encore une fois, venant du monde du Java, j'adore les annotations. C'est le metadata qu'on peut attacher à notre code qui permet de décorer notre code. En fait, en TypeScript, ce n'est pas vraiment des annotations, c'est vraiment des décorateurs. Il y a une petite nuance entre les deux. Les metadata s'attachent vraiment aux données. Les décorateurs, c'est des fonctions qu'on appelle autour de certains codes. Pour pouvoir utiliser les annotations, on doit ajouter Experimental Decorators True, parce que c'est encore pas officiel comme feature. Les décorateurs peuvent s'attacher aux déclarations des classes, méthodes, propriétés ou paramètres. Donc vraiment, on est capable de les utiliser dans plusieurs places. C'est pas quelque chose, c'est vraiment presque tout. On a deux formats. On peut juste mettre le A commercial expression. Donc, le expression, ça doit être une fonction. Donc, la fonction va être tout simplement exécutée et il va recevoir l'information du compiler TypeScript au moment où elle va être exécutée. Le deuxième format, c'est le AsExpression avec des paramètres. Celui-là, c'est le function factory. Donc, c'est une fonction qui va retourner une autre fonction avec des paramètres qui vont permettre de paramétriser la fonction retournée. Dans les deux cas, si on a plusieurs décorateurs qui vont être appliqués, les décorateurs sont appelés de bottom to top, donc vraiment le dernier jusqu'à le top. Mais par contre, petite nuance que j'ai vraiment pas compris pourquoi ils l'ont fait comme ça, les fabriques vont être appelées du top to bottom. Donc, OK. Normalement, quand je travaille avec les décorateurs, j'essaie d'avoir une indépendance entre les décorateurs, comme ça, je n'aurai pas de problème est-ce que c'est top to bottom ou bottom to top. Mais, bon, une petite nuance à garder en tête. La librairie Reflect Metadata, ça permet d'attacher du metadata. Donc, vraiment, maintenant, avec cette librairie, on peut convertir les annotations, les décorateurs vers le mode annotation. Donc, on peut attacher à une variable ou à une classe du metadata qu'on peut utiliser au moment du runtime, qui est vraiment les annotations comme telles. C'est la différence entre les décorateurs. Les décorateurs sont vraiment exécutés juste au moment du TypeScript, de compilation. Donc, décorateur, c'est là qu'on peut voir ici une fonction qui s'appelle Customize Logger, vraiment une simple fonction. Elle a juste un préfixe string, simplement. Puis à l'intérieur, elle va retourner une fonction qui, elle, reçoit le target, qui est un objet. C'est là le JavaScript qui va pouvoir TypeScript va pouvoir insérer la classe décorée comme target. Donc, quand je fais Customize Logger, et là, je lui passe le préfixe, et je fais la classe 01 qui est décorée par Custom Logger. C'est là quand on va l'exécuter, le TypeScript va être exécuté Custom Logger et on va voir la classe 01. Okay. On peut définir une classe Logger, donc vraiment avec juste une simple fonction, et puis qui reçoit le target, puis on peut l'appeler aussi autour de nos autres objets. Le method Logger, c'est une autre méthode qui va recevoir, en fait, excuse-moi. Le class, c'est les trois fonctions ici, ça démontre les différents types de décorateurs qu'on peut avoir. Un pour les classes qui reçoit juste l'objet, la classe. Un pour les champs qui reçoit l'objet ainsi que le property key, donc le nom du champ. Le method Logger, il reçoit la classe, le nom de la méthode ainsi que un property descriptor, un objet qui va décrire les méthodes qu'on décore. Donc ici en bas, on a un exemple de class logger où on utilise le class logger, juste
avant la classe, puis le blogger autour d'un champ, et puis le method blogger autour avant. Okay? Ok, là c'est la définition de tes décorateurs. Là tu définis tes décorateurs. La définition de décorateur, c'est les trois fonctions ici. Chacun avec les paramètres qu'ils vont recevoir quand ils vont être exécutés. Ok, d'accord. Puis ici, c'est le moment où on les exécute. Ok, d'accord. Donc en fait, la classe qui utilise les décorateurs. C'est ça. Puis là, quand on utilise, en fait, on les met en top de la variable. Bah, c'est encore. C'est encore, c'est avant. Ok, d'accord. Pour minimiser l'espace, je les ai mis à côté, mais c'est vraiment avant. Exactement. En fait, je crois que j'ai dit une petite bêtise. Les décorateurs sont appelés juste une fois au moment quand on roule le code JavaScript est généré. Ils décorent juste une fois. Ils ne sont pas exécutés au moment de compilation, ils sont exécutés au runtime, mais vraiment juste une fois autour de petites nuances, mais bon. C'est pour ça qu'on utilise des fois comme le reflect metadata pour attacher certaines informations pour préserver cette exécution pour plus tard si on a besoin d'accéder aux détails d'une classe ou un champ, etc. Ça fait confusion un peu. Basically, il est facile d'avoir de créer plusieurs décorateurs dans ta classe. Par exemple, tu as créé la classe là, puis tu as mis le custom logger pour créer un autre décorateur. Je peux mettre autant de décorateurs qu'on va... toute la validation jusqu'à ce niveau-là. Exactement. Je vais montrer le code JavaScript qui est généré. Là, on a le décorateur ici. C'est un petit code. C'est du petit code, mais en fait, la première partie, c'est vraiment le decorator. Donc, vraiment, le decorator ici, c'est le code JavaScript qui va supporter la notion de décorateur. Là, on voit ici le Customize Dagger, mais quand on regarde la classe qui était décorée tout à l'heure, là, on voit le decorate qui, vous voyez, la parenthèse, c'est une fonction, un appel à la fonction qui va tout simplement entourer de la classe Custom Logger. Donc, au moment de la définition de la classe, c'est là que le decorator va être appelé. C'est pour ça qu'il est appelé juste une fois. Et la même chose aussi quand on regarde ici dans les autres décorateurs, quand on a un champ qui s'appelle le décorateur field blocker, il va être appelé au moment juste de la déclaration d'un champ et on voit exactement c'est quoi les paramètres qu'il reçoit. Donc on reçoit l'objet, le prototype de l'objet, on reçoit le nom du champ et après ça le point 0 pour les property keys. Puis la même chose pour les méthodes, donc on reçoit le nom de la méthode qui est M, qui tout à l'heure, mais bon. Vas-y. Oui. Juste au moment du startup. Donc, il ne le verra pas, ce n'est pas continuellement qu'il va être appelé, c'est vraiment uniquement au moment où on load l'application au début. Et après ça, l'exécution des décorateurs, c'est fini. Ils ne seront pas réexécutés. L'ajout de comportement au moment de la transpilation. En fait, pour la première, non, parce que c'est pour ça qu'on utilise le reflect metadata, que lui, il va attacher. Par exemple, si tu veux préserver le nom X, le nom du champ, etc., là, tu peux attacher à ta classe, à ton objet, du metadata caché, qui va contenir cette information-là, que tu peux chercher pendant le runtime. On va voir un exemple de ça avec le routing controller. Je comprends pas comment tu dis que tu as fait juste au début de la transpilation. C'est appelé seulement uniquement quand ton JavaScript il passe à travers. Tu vois ici, le decorator il est appelé juste une fois. Parce que, en fait, je dis ça parce que en fait, il y a des fois, tu as des décorateurs genre after, before, tu fais pas la distinction. Les décorateurs, tu parles de routing controller justement. Oui, par exemple, oui. Les décorateurs vont ils vont pas être exécutés, ils vont être exécutés juste une fois, mais leur travail c'est d'attacher du metadata autour de ton code, qui va être exécuté plus tard par d'autres méthodes, comme par exemple ton middleware, il va pouvoir dire j'ai du metadata qui dit exécute-moi cette fonction avant mon route. Donc là, c'est là qu'il va la chercher et qu'il va l'exécuter. Mais le middleware, il est nécessaire pour lire le metadata pour pouvoir exécuter le before ou le after. Donc c'est bien ça, c'est quand même un ajout du metadata. D'information ou de behavior, c'est la question. Le déclarateur va rajouter quelque chose à ta classe qui sera ensuite exploité par quelque chose d'autre. C'est pas nécessaire de l'avoir, le metadata c'est optionnel, mais si tu veux vraiment utiliser ça plus tard, c'est obligatoire. C'est après, d'accord.
Okay. Oui, les gars. Non. Non. Oui, c'est du behavior qui va être exécuté au moment de loader les objets ou les classes, etc. Ça va à distance? Oui, toujours là. C'est bon? Toujours là? OK. Je voulais juste vérifier. Bon. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne vais pas pousser plus dans le côté TypeScript parce qu'il y a encore beaucoup de détails qu'on peut couvrir, mais je voulais couper la présentation en deux parties, concret versus théorie. Donc, pour la partie théorie, il y a d'autres avantages qu'on peut regarder dans TypeScript, notamment le premier que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est qu'on peut compiler vers d'autres versions extérieures de JavaScript. Suppression de commentaires qui peut être intéressant quand on veut déployer du code avec beaucoup d'informations uniquement pour les auteurs. Concaténation dans un seul fichier JavaScript, donc si j'en ai un paquet de fichiers que je veux tout faire sortir en un seul fichier pour du loading plus rapide, on peut faire ça. Génération des fichiers d'API DCS qui vont être utilisés pour les TypeScript, l'autocomplete et la validation dans le mode de TypeScript. Syntaxe similaire à nos langages de développement serveur classique tel que Java, pour moi, c'est le point qui m'a poussé vraiment à apprendre TypeScript. Angular.io est écrit en TypeScript, donc pour ceux qui veulent faire du full stack, TypeScript, vous n'avez pas le choix. Donc, si vous embarquez sur un nouveau projet Node, je vous recommande fortement de le faire en TypeScript parce qu'à un moment donné, quand ça arrive le front-end, vous êtes déjà capable de travailler avec TypeScript. Donc, Angular, c'est juste apprendre le framework un petit peu. Vous n'aurez pas un nouveau langage à apprendre. Surtout les décorateurs qui sont utilisés beaucoup dans Angular. Décorateur, c'est toujours une... C'est toujours la... aussi, en utilisant React, c'est juste un petit librairie. Exactement. Library. Moi, je suis évangéliste de React. Et on va utiliser un TypeScript parce qu'en utilisant VS Code, c'est super bon, presque natif. Exactement. J'ai fait un petit comparatif entre TypeScript et Flow qui sont, disons, faire la même chose. TypeScript, c'est une chose plus intéressante que Flow. Il y avait à un moment donné Babel, il y avait, je pense, CoffeeScript et il y avait TypeScript, mais je pense, j'ai pas utilisé les autres parce que quand j'ai dû choisir une, j'ai choisi celle qui était le plus populaire au moment. Puis ça continue à être de plus en plus populaire. Je pense qu'elle va vraiment enterrer les autres librairies. Parce que Flow, c'est Facebook qui a créé pour aider à le développeur qui utilise React. Mais de toute façon, ils vont plus intégrer TypeScript dans React. Alors, et c'est back par Microsoft que les entreprises aiment de toute façon. Donc, bon, donc là maintenant, ce qu'on va faire, je vais finir avec les désavantages pour être un peu juste. Des désavantages de TypeScript qui sont, en mon opinion, un peu mineurs, mais bon, syntaxe additionnelle à apprendre. C'est sûr, si on veut faire juste du back-end, JavaScript, il va fonctionner bien, pas besoin de TypeScript. Couche de plus qui peut causer des erreurs, donc les erreurs de compilation. En fait, pourquoi j'utilise TypeScript, c'est pour avoir des erreurs de type ou des variables inexistantes, donc ça peut être vu comme un avantage, mais bon. Les gros projets, ça peut requérir un peu plus de temps pour la transpilation, mais quand on parle de plus de temps, quelques secondes, peut-être 10 secondes pour un projet d'une centaine de classes, c'est pas vraiment un désavantage. Gain mineur pour les petits projets, quand on veut faire juste une petite librairie ou une petite fonction qu'on va publier sur NPM, TypeScript, ça devient un overkill, pas besoin vraiment d'utiliser. Surtout si on a la flexibilité d'utiliser ES6. Facile à contrôler les vérifications de type statique avec Annie. Donc, j'ai vu du code où on a commencé à mettre Annie partout, comme tout. Bon, ce qui un peu va contre la philosophie de TypeScript. Pourquoi est-ce qu'on utilise TypeScript si on va juste utiliser Annie? Exactement. Surtout qu'au final, si vous faites ça, on s'en ramène dans TSCompli qui dit vous supposez que c'est du Annie s'il n'y a rien de je ne voulais même pas l'introduire, celui-là, merci beaucoup, parce que je ne voulais même pas ouvrir la possibilité que quelqu'un... Quand il y a un Berlin, je préfère avoir ce paramètre et 47 000 Annie dans le code.
n'utilise pas TypeScript dès le début si tu veux vraiment faire le JavaScript natif. Justement, l'avantage de participer également, de pas utiliser ça peut avoir un côté avantage, c'est quand vous travaillez avec une IDE, quand vous pensez variable que vous avez défini avec un type ou un objet que vous avez avec une IDE. En fait, souvent, vous mettez votre point, vous avez vos fonctions, vous avez comme le Java, effectivement, la transpilation amène, effectivement, surtout avec VS Code, je veux dire, qui l'intègre nativement au store. Ils ont vraiment intégré l'autocomplétion. Donc, vous tapez le début d'un objet, le type live, vous vraiment vous faire ça façon Eclipse, Java. Vous présentez la liste des fonctions, la liste des propriétés. Vous faites un contrôle-clic qui vous amène vers la définition. Je vais ajouter un point pour les amateurs de WebStorm. Dans WebStorm, il y a une option qui dit transpilation continue. Donc, au moment où vous changez une classe, il va automatiquement la transpiler, ça veut dire le npm run tst, puis après ça, node, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous avez juste tout simplement faire node server.js et il va fonctionner toujours. C'est beaucoup plus rapide. C'est ça, c'est du compilation continue. TST, il supporte un flag qui s'appelle watch. Donc, on est capable de l'utiliser comme ça, mais ça nécessite 2 écrans ouverts, quelque chose comme ça. Je préfère l'approche de TJ où c'est vraiment codé. Je pense avec peut-être un plugin de VS Code, il doit y en avoir un quelque part qui existe, mais je n'ai pas cherché trop. Donc, le dernier, c'est très important à garder en tête. Oui. Orienté vers le développement web. Dernier point, vraiment très important, TypeScript n'élimine pas les problèmes fondamentaux de JavaScript. Parce que c'est du JavaScript, si vous avez des problèmes, les callbacks par exemple, ça, il ne va pas les éliminer. Vous devez utiliser les paramètres, etc. pour réduire ça, mais ça c'est du JavaScript, c'est pas du TypeScript. Les problèmes de this qui sont introduits un peu comme, il y a un petit problème avec les arrow keys, les scopes, etc. Tous ces problèmes-là existent en TypeScript autant qu'en JavaScript. Donc, à garder en tête. Routing Controller. OK. Pourquoi est-ce que j'utilise Routing Controller? Un petit background. Moi, je viens du monde du Java. Et Java Spring MVC, pour ceux qui viennent de ce monde-là, vous savez comme c'est facile, vous faites juste add controller, vous donnez le path. Voilà, c'est done. On a aussi le add inject. Si on veut un service, done, j'ai le service dont j'ai besoin. Il y a des gens qui pensent de la même manière que moi, qui ont commencé ce projet avant moi, donc ils ont fait exactement ça. Et puis quand je l'ai vu, j'ai dit, waouh, parfait, je vais l'utiliser, je vais voir si ça donne de la valeur. Je l'ai trouvé vraiment bien fait, au point que j'ai dit, ok, je vais l'utiliser dans un vrai projet au complet. Et puis le résultat pour moi était vraiment, ça valait la peine d'investir le temps pour l'apprendre ce framework, malgré l'apprentissage, c'était quelques jours, mais finalement, bon, assez de parler. Qu'est-ce que Routing Controller, pourquoi s'embêter? Plateforme d'extension d'Express, donc ça nécessite Express. Il supporte KOA, que je ne connais pas, mais Express c'est son client principal. Écrit en TypeScript, nécessite TypeScript, les décorateurs notamment. C'est pour cette raison-là que les deux vont ensemble pour moi. C'est un bon concept et pattern technique confortable pour ceux qui travaillent avec Spring MVC et Spring RC. Inclut les décorateurs faciles à utiliser, donc add, get, add, post, vraiment des noms qui ont du sens. Les paramètres du body et des requests HTTP sont intuitifs, donc si on veut utiliser, extraire le contenu d'un post, on met add body, on n'a pas besoin d'utiliser le request comme on fait avec Express standard. Request, je pense qu'ils sont partout. On peut juste dire, j'ai un query param, voici le nom du query param, il va l'extraire, il va l'injecter dans notre classe ou dans notre fonction. Header param, session, etc. Ça permet de créer des classes qui n'ont pas nécessairement la structure d'un contrôleur web. Ils n'ont pas la notion de request et response. Ils peuvent être utilisés comme un service normal, juste avec quelques annotations qu'on va pouvoir accéder à ces paramètres qui sont web-centric. Le dernier point, le auto-découverte des contrôleurs middleware, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, on met juste add get et automatiquement le contrôleur est défini et il est exposé au monde.
Il y a une support pour la librairie SiteDI qui donne un petit engin d'injection de dépendance. Il est vraiment basique, il n'est pas super puissant comme Spring, mais je dirais qu'il est adéquat pour 80% de vos besoins. Donc quand on est habitué à travailler avec Spring IOC, lui il va être vraiment confortable à utiliser, surtout si on utilise les services Singleton. Documentation de endpoint directement à côté du code. Moi, ça, c'est un point que j'aime bien avec les annotations, c'est que le code lui-même, on définit ce code-là, il appartient à cette méthode-là. Avec Express, on utilise les routes, normalement, les fonctions sont définies dans une place et les routes sont définies dans une autre place. Pour moi, il y a un détachement entre le code et le endpoint. Pour moi, c'est une philosophie, chaque personne va avoir un point différent, mais moi, je suis du camp où on aime mettre la documentation le plus proche du code. Donc, si moi, je veux savoir que cette méthode-là, elle sert /book/search, je peux le voir tout de suite dans mon code. Je n'ai pas besoin d'aller dans le routing quelque part et trouver cette fonction, etc. Donc, c'est une opinion qui peut être contestée, mais bon... Tu veux dire qu'en fait, tu peux le faire avec l'utilisation et bien avec... C'est un framework par-dessus Express. Donc, tout ce que tu peux faire avec Express, tu peux continuer à le faire. Si tu veux introduire le route, un fichier de route, tu peux le faire. Mais pourquoi faire si tu peux juste déclarer tes routes directement à côté de tes fonctions, ce qui fait leur documentation directement. Parce que dans le précédent, je voyais quand même que au niveau d'Express, le routing et la méthode. Ok, mais ça c'est dans un petit projet. Tu ne peux pas faire ça dans un grand projet où tu vas avoir le server.js avec toutes les fonctions toutes définies là-bas. C'est pour ça le pattern standard, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent les routes dans une classe ou un module séparé. Puis, le travail de ce module-là, c'est tout simplement faire le get ou le post vers cette fonction, etc. Dont le principe de route, un module de route. Et moi, j'aime pas ça. Souvent, quand je rentre dans des projets comme ça, je dois, ok, où est-ce qu'il est mon route? Je dois aller le trouver. Tandis qu'ici, source, controllers, puis là, je l'ouvre n'importe quel fichier, je peux voir directement qu'est-ce qu'elle sert. Donc, encore une fois, l'usage dans l'industrie, l'usage monte d'une manière continue, steadily, ok. Donc, encore à la fin du mois, on voit que c'est mi-chemin, mais c'est pas une librairie très populaire à 7500 downloads per month. C'est pas vraiment super populaire comme Express qui est des millions, mais pour des nouveaux projets, ça vaut vraiment la peine de regarder ça comme option. Pour l'installer, non, il ne supporte pas Hash. Non. Pour l'installer, vraiment, on a besoin du TypeScript. Si on veut faire du body parsing pour Express, de toute façon, celui-là, c'est le standard de Munter. Pour le body parser et le Munter, c'est pour les file uploads. On peut utiliser AdType Express pour avoir les autocompletes. Moi, j'ai trouvé que ça vaut la peine de vous rappeler ça. Après ça, c'est le routing controller. Et puisque le routing controller utilise du metadata pour les décorateurs, on a besoin d'inclure aussi le reflex metadata. Moi, je suis pour le NPM. Simple. Pas de Gauss, pas de Yarn, pas de rien de ça. Et on peut faire une heure là-dessus si tu veux. Fais-moi un lunch là-dessus. Ça fait pas grand plaisir de venir. Bon, je voulais comparer entre Express Base et Routing Controller. Donc, l'Express Base, on fait app égale Express. On définit c'est un simple exemple, donc on définit tout de suite le app.get / function, request response, etc. Puis après ça, on lance le serveur. En ce qui concerne le Routing Controller, on peut définir un JSON Controller ici, et après ça, on définit la classe avec un get qui va hériter le root de la classe. Et après ça, on instancie le serveur d'Express avec
une méthode qui s'appelle Create Express Server qui va s'occuper de lire toutes les annotations qui existent dans le code et après ça, les hardwire, les coder, les pousser dans Express. Donc le app.get, le app va recevoir un .get avec les méthodes qui sont définies avec le décorateur app.get. Si vous avez un Express, un objet Express qui existe déjà, il y a une méthode qui s'appelle Use Express Server qui va pouvoir ajouter de plus sur votre définition originale d'Express. Donc c'est possible de faire ou un serveur complètement basé sur Routing Controller ou une partie de code si vous avez un projet existant déjà, vous pouvez ajouter le Routing Controller par-dessus. J'ai une question. Vas-y. Très simple, enfin c'est Pinot, mais le fait que tu aies placé les annotations devant les définitions, c'est juste pour la beauté. Juste pour le code parce que je veux pas que ça soit trop long. Et ça enlève un peu le côté un peu vraiment d'isolation de l'annotation. Bah, c'est juste un new line, c'est juste un new line qui monte. Oui. C'était juste pour confirmer que c'était pas un requis. En fait, du JavaScript ou TypeScript ou Java, l'espace c'est vraiment un espace ou une new line, c'est tout ce que ça prend. Donc vraiment, il n'y a pas plus que ça ici. L'important c'est de ne pas mettre un point virgule. Oui, c'était juste pour confirmer ça. Non, c'est bon, c'est vraiment juste pour minimiser l'espace parce que je voulais pas que ça soit trop petit comme texte, pour que ça soit visible. Donc j'ai fait l'effort pour les mettre tous à la même ligne. Pourrais-tu m'expliquer pourquoi tu préfères le routing versus Express? Est-ce que je ne vois pas Ça c'est un simple exemple, tu ne verras pas l'avantage. Okay? Et imagine que tu as une centaine de ces appels app, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui arrive? Ta classe, ton serveur.js, il va devenir très long. Ouais. Donc, quand c'est tellement long comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On commence à sortir des méthodes. Donc, cette fonction ici, le rec, la fonction anonyme ici, elle va sortir, elle va avoir un nom à elle. Okay? Oui. Donc, déjà, tu es presque l'équivalent d'une méthode qui s'appelle Hello World ici. Là maintenant, déjà avec ça, souvent, le pattern standard dans le développement Express, c'est que les routes ici, on les met quelque part ailleurs pour les définir. Okay? Avec celui-là, moi, je vois directement que cette classe, elle sert le slash, et je peux définir les gains dedans. On va voir plus d'exemples qui vont te montrer un peu l'avantage. J'ai une question, Pierre. Vas-y. Je sais que le avec Swagger, dans le fond, ça remplace Swagger. Tu me voles une slide plus tard dans les avantages, autres avantages. C'est que le fait que mes routes ici, les décorateurs utilisent de reflect metadata, j'ai créé une petite classe qui est capable de les lire comme Routing Controller, qui était capable d'extraire un simple Swagger.json dynamique. Je suis capable de générer mon Swagger.json à partir de Routing Controller. La seule chose que je n'ai pas investi beaucoup de temps, c'est qu'à cause que c'est du Reflect Metadata qui est exécuté runtime, c'est l'approche de Routing Controller qui a été, c'est leur philosophie de base, c'est de faire du runtime, c'est qu'on perd le typing. Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand on fait du TypeScript et c'est compilé en JavaScript, tous les types sont perdus. Donc, malgré que je peux définir une classe qui va recevoir un integer ou un number comme input, je ne peux pas l'utiliser, cette information, dans mon reflect metadata. Donc, mon Swagger, je peux juste dire, j'ai un paramètre, mais je ne peux pas dire c'est quoi son type. C'est pour ça que j'ai dit un Swagger basique. Mais pour beaucoup de besoins, c'est assez pour, comme Swagger, comme définition. C'est déjà aide beaucoup. Exactement. La classe, je l'ai si quelqu'un vraiment va utiliser cette librairie à un moment donné et veut cette méthode qui va passer à travers. Aucun souci, juste faites-moi un signe puis je vous l'envoie. Puis effectivement, c'était un des points que si j'ai toute l'information, pourquoi ne pas l'utiliser? Et effectivement, je suis capable de l'utiliser. Donc, configuration recommandée. L'autre, c'est un exemple très simple. L'exemple qui est basé sur en fait, la documentation, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est qu'on utilise le dependency injection. Donc, use container, c'est vraiment le syntaxe, c'est le container, ça vient de type PI.
Après ça, on définit notre expert server avec des contrôleurs qui sont dans un folder spécifique. Donc ici, c'est dear name, donc la place où le serveur existe, contrôleur et puis toute l'arborescence. À noter le GS parce que quand même, il ne faut pas oublier qu'on ne travaille pas en mode TypeScript, on travaille dans le mode JavaScript compilé à partir de TypeScript. Donc, tout ça, il faut mettre le GS. On peut loader les middleware et les intercepteurs aussi dynamiquement. Et après ça, le listen, c'est la même chose. Une fois qu'on a défini ce server.js, TypeScript, on n'a plus besoin de le toucher. Aucune nécessité pour ajouter de nouveaux contrôleurs ou de nouvelles fonctions, on n'a plus besoin de le toucher, on a juste à déclarer les contrôleurs et ils vont être automatiquement détectés et enablés par le Routing Controller Framework. Okay? Oui. Quelques minutes encore. En fait, je voulais juste dire ici l'autre côté de l'exemple. Ici, c'est le même root controller qu'on a vu tout à l'heure, mais il peut aller dans sa propre classe. Il y a une petite astuce ici au petit reminder de ne pas oublier d'exporter vos classes parce que sinon il devient privé et le routing controller ne va pas les voir. Tu peux passer quelques minutes à essayer, je l'ai déclaré, pourquoi je ne le vois pas. Donc, il faut exporter la classe pour que le Routing Controller puisse la voir. Okay? C'est standard pour n'importe quoi, mais quand même, il faut y penser des fois. Quand je faisais cet exemple, OK, j'ai déclaré mon contrôleur, ça ne marche pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je commençais à chercher. Ah, OK, j'ai oublié d'exporter. OK, bon, j'ai dit, OK, je vous partage l'expérience. Exactement. Donc, n'importe quel fichier qui va avoir les annotations va être automatiquement détecté par le Routing Controller et il va être exposé. Donc, ici, c'est un simple exemple. J'aurais pu mettre un paquet de get, post, etc. Une autre classe qui, par exemple, va aller slash, je ne sais pas, login, il va faire tout le travail, etc. Donc, un exemple plus complexe des contrôleurs. On peut définir des statuts ici, TypeScript, status qui dit success boolean, une interface post avec un membre ID, number, message, author. Donc ici, j'ai un JSON controller qui écoute sur le slash exemple. Et là-dedans, je vais mettre slash exemple slash hello world qui va retourner un JSON. Donc ici, je n'ai pas besoin de faire un response JSON ou quelque chose comme ça. Le fait que c'est un JSON controller, automatiquement, le content type est généré, donc ça élimine une étape de plus pour nous. Et puis le body ici, le add post ici on peut supporter plusieurs endpoints avec la même fonction, le add post, add patch. On peut faire le add body post, donc automatiquement le Routing Controller va parser l'objet avec l'interface qu'on a ici. On peut utiliser post.id, etc. C'est le TypeScript qui va pouvoir compiler. Donc, il y avait une question tout à l'heure, comment on va utiliser la validation du data qui vient. Ça, c'est une façon, mais ça ne garantit pas que le data qui vient du AJAX, de l'appel HTTP, est vraiment du type post. Mais c'est juste que TypeScript ne va pas nous permettre d'utiliser des champs ou des méthodes qui sont à l'extérieur de cette interface. Donc, quand on définit le return d'une fonction post ici status, bon, on sait qu'on peut tourner status, success, tout. Donc, vraiment, du travail très propre en termes de type retourné et d'accès. On a des débits ici. On peut utiliser HTTP code 204. Donc, lui, quand il va exécuter, il ne va pas retourner du contenu, mais il va retourner un HTTP status code 204 automatiquement. Donc, c'est vraiment déclaratif en style versus programmatique. Question au niveau là, dans la ligne delete resources, tu as créé une fonction générique, mais en bas, par exemple, tu as utilisé des arrow functions. Est-ce que je peux utiliser arrow functions quand je crée la signature? Arrow function ici pour les promises?
Oui, il y a un haut, par exemple. Et tu peux utiliser des je pense que tu peux, mais c'est basé sur les classes. Donc, je suis pas, en fait, je suis pas sûr que si tu peux utiliser des arrows dans une classe. Juste une question. Tu peux essayer. Tout ce que ça prend, c'est une fonction. Enfin, c'est vraiment, un arrow function, c'est une fonction normale. Exact. Mais je suis pas sûr que tu peux mettre une arrow function dans une classe. C'est la seule, je ne sais pas. Ça fonctionne? Bah, dans ce cas-là, tu peux. Okay. Là, on voit, j'essaie de donner le plus d'exemples possible du routing controller des décorateurs qu'on utilise. Donc ici, on voit un paramètre ID qui est basé sur le 2 points ID. Donc, c'est basé sur Express en fait. C'est pour ça que le routing controller est capable d'extraire les mêmes paramètres que Express va être capable d'extraire. Donc ici, on a le path parameter qui va être le param ID. On peut avoir un query ici, un query param. On peut dire aussi des conditionnels, donc on undefined 404, on null est égal 404. Par exemple, pour une fonction où on va faire la recherche, si on ne trouve pas de résultat, ben on peut retourner null et automatiquement ça va être attaché à une HTTP status code 404. Et puis le code lui-même, pour moi, l'avantage d'utiliser ça, c'est que si on enlève les décorateurs, le reste de la fonction, ça reste une fonction générique, n'est pas nécessairement web-oriented. C'est pour ça qu'on met des annotations comme ça nous permet de prendre n'importe quelle méthode et vraiment la traiter comme si elle était un service normal. Okay. Le dernier, celui-là, c'est pour montrer que les fonctions supportent les promises. Donc, si notre fonction va tourner un promise, le routing controller va attendre que le promise est exécuté et retourné avant de retourner le résultat. Donc, c'est un avantage quand on fait du prod, on a besoin d'écrire ou lire de la base de données. Okay. C'est des exemples simples, mais quand même qui demandent beaucoup de la fonctionnalité disponible à nous. Donc, on parlait de ça, tu me demandais, Laurence, pour les middleware interpréteurs. La même manière comment les contrôleurs sont détectés automatiquement, les middleware interpréteurs sont détectés automatiquement. Il y a 3 niveaux de spécificité, par action, par contrôleur ou global. Donc, on peut avoir définition d'un logger global qui va être exécuté pour tout. On va vous démontrer des exemples. Il y a le support de l'exécution avant ou après les actions, donc add, before and after. Supporte tous les middleware d'Express. Donc n'importe quel. En fait, les middleware d'Express sont simplement des fonctions, donc ils sont tous supportés. Out of the box avec un travail minimal. Le auto-scan que je viens de dire, comme les contrôleurs. Il y a du support spécial pour les gestionnaires d'erreurs. Okay? C'est-à-dire on peut définir un error controller qui va pouvoir faire du travail custom autour de certaines erreurs. Par exemple, si on a une exception, on va être capable de la gérer différemment avec que si c'était par exemple un HTTP error normal, etc. Une petite astuce, si vous voulez utiliser le routing controller gestionnaire d'erreurs, il faut désactiver le gestionnaire d'erreurs par défaut si on veut changer les status code. Pourquoi? Parce que lui, ça fait avec l'ordre d'exécution. Le middleware de gestionnaire d'erreurs, il est exécuté après le status code est écrit. Donc, une fois que c'est écrit, c'est trop tard. Ça, il faut décéder le défaut qui va insérer une erreur 450 pour pouvoir l'overrider. Et si tu as plusieurs middleware, tu es capable de dire il y a un priority, oui, il y a un priority, mais en plus aussi n'oublie pas, les décorateurs sont exécutés top to bottom ou bottom to top quand tu les définis par action par exemple. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, là, pour les décorateurs, il y a un certain ordre d'exécution. Le dernier qui est exécuté en premier, puis celui avant, etc. C'est pour ça que j'essaie d'isoler un peu les middleware, de ne pas avoir trop de dépendance de un versus l'autre. Exemple de middleware, celui-là c'est le compression d'Express standard. Donc je fais juste une variable et je peux utiliser useBefore, tout simplement, vraiment pas compliqué. Si je veux avoir un contrôleur par un middleware spécifique à un contrôleur, là, je peux faire useBefore, mais je le mets au niveau de contrôleur. Tout ce qui est exécuté dans cette classe va hériter ce contrôleur, ce middleware, donc au niveau de classe, ou je peux le faire aussi au niveau de la méthode elle-même, si j'ai un exemple ici, middleware by before. Ça c'est un global, excuse-moi.
peux définir le USB, en fait. Oui, j'aurais pu poster le USB port au niveau du méthode à l'intérieur, et là, à ce moment-là, le middleware il est vraiment centralisé au niveau de la fonction. Les middleware globales, je peux définir type before ou after pour dire avant ou après l'exécution. Puis après ça, automatiquement, il va être exécuté à la bonne place. J'ai deux exemples ici, before and after. Donc un qui fait le login, puis un qui fait le custom error handler ici. Il va attraper l'erreur, puis il va le login ou faire quelque chose avec. Je vais aller vite parce qu'on est rendu à 1 heure. Moi, il me reste juste quelques slides. Intercepteur, c'est le même principe que les middleware, mais leur objectif, c'est plus changer les données. Plutôt, on peut faire ça avec le middleware, mais je préfère quand on a des données, parce que le routing express, quand tu retournes un objet, lui, il va s'occuper automatiquement de le retourner en JSON ou en string ou quelque chose comme ça. Donc, lui, un intercepteur, ça fonctionne très bien. Donc, je peux avoir un intercepteur ici, par exemple, qui va remplacer le mot Mike par Michael. Donc, je vais passer assez rapidement là-dessus. Le point que j'aime beaucoup avec les gens qui ont fait le routing controller, c'est le dependency injection. Donc, en ajoutant une simple annotation add service, la classe qui définit, il y a un objet automatiquement qui est créé, un singleton qui est instancié. Les dépendances, si j'ai ici par exemple, j'ai un helper service qui est vraiment à la base. J'ai un example service qui lui a besoin de l'aide de helper, donc là on peut l'injecter. Donc c'est add inject. Quand le dependency injection engine va instancier l'example service, il va automatiquement aller chercher une instance des helper service et va l'injecter là-dedans. Quand on est dans le mode de contrôleur, on les définit comme service aussi pour que le dependency injection les instancie aussi. Et puis, on peut injecter où on veut de deux manières. On peut injecter par le constructeur. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire ici, c'est juste déclarer qu'on a besoin de example service et le dependency engine va l'injecter pour nous et on va pouvoir l'utiliser directement. Ça semble rien, mais vraiment, quand on travaille avec des centaines de services gauche et droite, commencer à faire des instances différentes pour chaque service, pour les DAO, pour les business, pour les contrôleurs, etc. Ça simplifie énormément la vie. Ça, je vous le garantis, que quand vous n'avez pas besoin de vous occuper d'instancier les services, c'est la belle vie. Et moi, je l'ai vécu ça dans Spring, puis je ne peux pas retourner en arrière où j'ai besoin de déclarer tous mes variables manuellement. Par le constructeur. Ici, c'est par inject avec explicit add inject. Et ici, si tu n'as pas besoin de faire le fait qu'il est un service, il va automatiquement regarder le constructeur et il va dire j'ai besoin d'un example service et il va chercher dans son registry des services disponibles. Il va dire regarde, moi j'ai besoin d'un example service, le voici. Je vais t'injecter automatiquement une instance de ce service. C'est un peu comme un injecteur. C'est ça. C'est le même principe. Avec les constructeurs, on n'a pas besoin de rien faire. C'est automatique, il va les détecter. Si on veut être explicite, on peut utiliser le add inject. C'est toujours la discussion entre dependency injection by field or by constructor. Le deuxième, le deuxième est obligatoire. Pourquoi? Je l'aime bien le constructeur. Pourquoi? Parce que je ne peux pas instancier mon contrôleur sans avoir toutes les dépendances nécessaires. Oui, mais en fait justement pour les tests, c'est là où ça l'avantage vient parce que je peux déclarer un mode de mon exemple service que je peux utiliser. Tu vois, tandis qu'avec un inject, ici, je peux l'oublier. OK? Donc, dans les deux sens, il y a une injection. Parce que lui, ici, avec private le TypeScript va déclarer automatiquement un champ qui s'appelle example service qui est disponible. Donc, la différence, c'est qu'il va l'injecter ici automatiquement. En une seule ligne, je suis capable de faire deux choses en même temps. OK? Donc, moi, la façon, je ne l'ai pas indiqué dans la présentation, mais ma façon de travailler, c'est de faire des différents niveaux de services. Le DDAO pour faire, ou des repositories pour accéder à la base de données, vraiment low level, des services business qui dépendent juste des données,
et après ça, des contrôleurs qui, eux, ils vont appeler les services pour faire le processing. C'est Spring orienté, ça se voit vraiment que j'ai essayé d'adapter ça. Et regarde, c'est un pattern que ça fait au moins 10 ans que j'utilise, qui a marché dans beaucoup de projets, qui est très stable, qui est très mature. Comparé avec Node et toutes les patterns qu'on voit maintenant qui sont en train de fluctuer gauche-droite, qui n'ont pas beaucoup la maturité, moi j'ai voulu faire ça, je voulais être un peu plus stable en termes de fonctionnalité. Puis ça a répondu à mes requis vraiment bien, alors je l'ai utilisé. Je ne peux pas utiliser ça avec des choses comme un prototype où je peux déclarer des services singleton, prototype versus singleton comme des instances différentes, mais bon, singleton c'était assez pour, comme j'ai dit, 80% des projets. Autre avantage, pour finir vite, bonne documentation technique, bonne communauté de développeurs, support natif des promesses retournées, donc pour moi c'est un grand avantage. Je n'ai pas besoin de me casser. Si j'ai un service qui va retourner un promise, j'ai rien à faire, il va le retourner, il va fonctionner. L'usage simple des fichiers postés avec upload, donc si j'ai un fichier que je dois uploader, je fais juste add upload, automatiquement il va injecter tout ce que j'ai besoin, vraiment ça simplifie la fonctionnalité. Possibilité de générer le Swagger JSON dynamiquement. Validation de présence de paramètres, donc je peux utiliser par exemple le content type, location, redirect, etc. Vraiment beaucoup lui, c'est plus, je peux dire par exemple un paramètre est requis, et lui, il va échouer si le paramètre est requis. L'alignement ici n'est pas bon. Intégration avec génération gabarit server-side at render. Moi, je suis plus pour la séparation du back-end du front-end, donc j'utilise uniquement JSON dans le back-end. Mais si vous voulez faire quelque chose du view avec du HTML generated, ben le render il est capable justement de dire utilise ce template-là pour générer mon output et le détail retourné va être utilisé comme des data du model pour populer le template. Donc, moi, je ne touche pas à ça parce que, comme je dis, je préfère la séparation du front-end back-end. Donc, mon back-end est uniquement JSON et ça fonctionne bien pour moi. Intégration avec collection des routing control via une collection des erreurs HTTP qui sont bien définies. Donc, si je fais throw new internal server error, il va retourner un 500. Si je fais method not allowed, ça va être 403 ou quelque chose comme ça. Donc, vraiment, on n'a pas besoin de se rappeler des status codes. Et c'est plus facile à lire notre code quand on utilise des erreurs bien définies. Support natif pour course. Désavantages. Encore une librairie de plus à apprendre, annotation, peut-être que pour certaines personnes, whatever. La communauté, elle est bonne, mais elle est petite. Ce n'est pas un grand projet. Donc, des fois, si on a besoin de faire quelque chose, un modif ou fixer un bug ou whatever, ça peut prendre du temps parce que les gens ne sont pas très nombreux. C'est fini. Des questions? En fait, c'est pas une question, c'est une demande. Peut-être, est-ce qu'on peut avoir, est-ce que vous pouvez préparer un template d'un projet avec ce que vous avez fait? Ça nous aide à vraiment aller dans le bon sens dès le début. Ceux qui me connaissent savent que moi, je déteste les générateurs, le scaffolding. Pourquoi? Parce que c'est un avantage pour commencer. Donc, ça donne un avantage de peut-être 1 heure pour commencer. On peut faire un gabarit, je peux vous parler un gabarit, ça ne me dérange pas. Et probablement, je vais le faire juste parce que tu m'as lancé un peu la demande. Mais en général, le gabarit ou les générateurs sont bons juste au début. Une fois qu'ils sont utilisés, après ça, si on n'a pas une bonne compréhension du framework, on va toucher des problèmes. Donc, le gabarit, il est vraiment, je vais retourner là-dessus, là. C'est juste ça. En fait, c'est ça, la colonne à droite, à gauche, et après ça, n'importe quel fichier que tu vas utiliser, c'est la colonne à droite. Si tu veux utiliser des get, post, delete, whatever, c'est un exemple plus concret. Vraiment, ça ne prend pas plus que ça. Je vais t'envoyer ce projet-là qui fonctionne. Je peux le partager, je vais le zipper, je vais vous l'envoyer. En fait, il est sur GitHub dans mon repo personnel sous Demos, donc vous pouvez aller le chercher directement. Mais vraiment, c'est tout ce que ça prend. Ça ne prend pas plus que ça. Le fait que Routing Controller scanne un folder controller, ça donne un avantage de dire les contrôleurs sont isolés,
sont pas dans le root ou quelque part, on sait qu'ils sont dans le contrôleur. Les middleware, la même chose. Moi, normalement aussi, j'ajoute un folder qui s'appelle service, qui va être scanné automatiquement par le routing, le dependency injection, puis va détecter les services, puis va les rendre disponibles. Donc, vraiment, c'est tout auto-discover. On n'a pas besoin de se casser trop la tête avec la configuration. La configuration est très simple. Après ça, c'est auto-scan et auto-discovery. D'autres questions? Je m'excuse, c'est long, mais quand même, j'ai dit, ça vaut la peine de passer à travers tous ces points. Puis, des questions de votre côté? Il y a une question, j'aimerais savoir comment, est-ce que la transpilation vers des versions inférieures, elle supporte, est-ce que ce qui est transpilé, c'est uniquement le TypeScript ou c'est aussi les commandes JavaScript qui sont pas supportées? Pour donner un exemple, par exemple, on voit le async. Si jamais je transpile, si je demande de compiler le TypeScript vers JavaScript vers ES5 par exemple, est-ce que le async il va être transpilé ou est-ce qu'il va falloir que je réexécute, que je réutilise par exemple Babel sur ce qui a été généré par la compilation? Une fois que tu es dans le monde de TypeScript, tu n'as plus besoin d'autres librairies. Je vais répondre d'une manière plus générale. S'il y a une fonctionnalité qui est définie dans TypeScript que TypeScript supporte, comme les classes ou les promises ou whatever, les async, etc., quand tu vas le transpiler, tu définis la version vers laquelle tu veux transpiler et lui, il va s'occuper d'ajouter toutes les shims, c'est ça ce qu'on les appelle, les plugins, tout ce qu'il faut. Normalement, on les appelle les shims, c'est ça? Et les shims, c'est pour dire, OK, le code qui est nécessaire pour exécuter certaines fonctions qui manquent, comme on a vu dans une slide de __ extend, qui n'existe pas dans ES5, il va l'introduire pour pouvoir supporter l'extension. Mais il va vraiment générer du code compatible avec la version du JavaScript Target. D'accord. Cool, c'est bien. D'autres questions? Merci.